L'eau, une source liquide indispensable pour toute espèce vivante, devenue insuffisante pour la 101e département de France nommé Mayotte. Les habitants, exténués, expriment de la colère face à ces coupures d'eau qui s'élèvent à 2 fois par semaine, mais certaines fois peut aller au-delà de 2. Chaque zone de Mayotte subit des coupures d'eau. Les habitants sont devenus en quelque sorte une habitude à ces coupures d'eau récurrentes. Écoutons quelles précautions prennent-ils au jour où l'eau se fait rare. Bon, les coupures d'eau, moi, ça me dérange pas du moment qu'on est prévenu qu'on aura une coupure d'eau tel jour, comme ça on se prépare. Ça ne vous pose pas de problème? Non, du tout. Du moment qu'on est prévenu, si on n'est pas prévenu, on a une coupure d'eau au pif, c'est normal que ça dérange tout le monde. Et comment est-ce que vous faites pour conserver votre eau au cas où si jamais il y a des coupures d'eau? Comment est-ce que vous faites? Soit c'est de l'eau qu'on achète, soit c'est de l'eau qu'on met dans des bouteilles. Mais quelle est la principale raison de ces coupures d'eau? Pour cela, nous avons réussi à nous introduire dans une station d'épuration de la SMAE. Malheureusement, le responsable de l'usine n'a pas voulu être interviewé, ni même hors visage afin d'avoir juste l'audio, de même pour filmer l'intérieur, où c'était soi-disant interdit. Mais malgré tout, il a quand même voulu répondre à certaines questions. Il nous explique qu'il travaille dans l'assainissement et tout ce qui est traitement de l'eau. Ce qui va nous intéresser va être le forage de plus de 50 mètres pour trouver de l'eau, mais aussi les retenues de rivières pour stocker de l'eau pour la saison des pluies, qui se font de plus en plus rares à Mayotte, afin de l'utiliser pendant la saison sèche. Comme disent les habitants, pourquoi des coupures d'eau alors qu'il y a de la pluie? La réponse est que ça servira pour plus tard. Mais aussi une population qui a triplé, mais que malgré ça, des infrastructures qui sont là depuis la création de ces centres d'épuration, des réservoirs de 200 mètres cubes qui n'ont jamais été changés. Mais la faute n'est pas que matérielle, elle est aussi humaine. Les personnes qui utilisent de l'eau les partagent entre eux. Ainsi, au lieu d'être 4 personnes, cela peut aller jusqu'à 30 personnes. Rendant les calculs complètement déréglés, ce cas-là est de l'inégal. Il dit même que pendant la nuit, des personnes utilisent l'eau abondamment. Déjà que pendant les coupures d'eau, certaines personnes remplissent des bassins de peur de ne plus avoir assez d'eau et ensuite le lendemain, l'eau revenue, au lieu d'utiliser l'eau du bassin, utilisent l'eau du robinet. Puis, ayant plus aucune utilité, jettent l'eau du bassin. Malgré leur erreur, ces personnes viennent se plaindre des factures de l'eau qui a doublé. Ainsi, dit-il, pour arrêter cela, il va falloir augmenter les infrastructures telles que les canalisations, les stockages d'eau qui datent de plus de 30 ans, ce qui va permettre que pendant la saison des pluies, pouvoir remplir chaque stockage. Bonjour, bienvenue à Mayotte, 101e département français. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la culture, et notamment à travers les danses traditionnelles. Nous sommes partis voir plusieurs collectifs qui nous ont parlé de tout ça. On va aller découvrir tout ça alors. Allons-y! Notre chama a été créé dans le but d'accompagner les jeunes afin d'éviter la délinquance, pour qu'elles aient connaissance de leur culture et qu'elles la transmettent à leurs enfants et aux générations futures. Ce collectif nous permet de nous rassembler, créer des liens, discuter et apprendre tout en s'amusant. Nous nous sommes donc ensuite rendus au collège de Pamanzi qui nous a présenté l'origine du chama et des danses culturelles. Le chama nous vient d'Afrique.
J'aime cette culture et je n'ai pas envie de la voir disparaître. Donc pour moi, c'est important de la transmettre aux jeunes. Les jeunes doivent apprendre et se souvenir de leurs racines. Si on laisse cet art disparaître, notre culture disparaîtra avec elle. Nous avons ces sortes de maracas improvisées que l'on met aux chevilles pour rythmer nos pas et nous permettre de nous retrouver dans la danse. Nous avons ensuite ce premier tambour qui est la première percussion dirigée par le chef d'orchestre. Ensuite, nous avons la base qui nous permet de nous rythmer, de nous ambiancer et nous permettre de bien danser. Ensuite, nous avons ce que nous appelons en Shimaoré le garando, qui est une sorte de batterie avec lesquelles on tape avec 2 bâtons. Nous avons appris tout cela avec notre doyenne pour faire perdurer l'art et la culture de notre jeune département et ainsi pouvoir s'en souvenir très longtemps. Moi, je suis venue au collège parce que mes cousines m'ont souvent parlé du collège. Donc moi, je me suis renseignée sur le collège et j'ai vu que c'était une association de danse traditionnelle dont on pouvait apprendre de nouveaux danses, des danses traditionnelles d'avant. Les chamas sont des associations culturelles qui prennent en charge les jeunes et leur apprennent les us et coutumes de leurs ancêtres. Ce zoom sur le chant et la danse culturelle mahoraise nous a permis d'en apprendre plus sur la culture locale. Cette dernière nous permet de maintenir les liens culturels qui existent depuis des années et nous permettent ensuite de les partager aux générations futures. Vive les 48 heures du reportage sur smartphone. Citelle, mésange, moineau. Différentes espèces d'oiseaux observables dans les jardins. Mais comment les populations évoluent-elles? C'est la question que se pose la Ligue de protection des oiseaux. Et pour y répondre, elle organise des comptages participatifs. Rien de plus simple. Dans votre jardin, installez une mangeoire, déposez des graines, éloignez-vous ou cachez-vous et observez. Réjouissez-vous de ce formidable spectacle. Appliquez le protocole et si besoin, n'hésitez pas à mobiliser les fiches espèces qui vous permettront d'identifier les visiteurs. Un merle noir, 2 fois, mais j'en ai vu qu'un. Enfin, j'en ai pas vu 2 en même temps, donc j'en ai mis un. Mésange bleu, une fois j'en ai vu 2 en même temps, donc j'ai mis 2 traits. Tu veux essayer? Un travail à la portée de tous. Pour faire des sciences participatives, on n'est pas obligé d'être spécialiste. Ce qui est accepté dans les sciences participatives, c'est que tout le monde puisse accéder à faire ce genre de comptage-là avec un minimum de protocole, un comptage qui dure 1 heure et sur lequel on va marquer les espèces d'oiseaux qui ont été déterminées par l'observateur. Donc ici, c'est à la portée de tout le monde. Le comptage national des oiseaux des jardins est organisé 2 fois par an, lors des week-ends de janvier et de mai, afin de disposer d'éléments de comparaison à des périodes aux particularités très différentes en termes d'effectifs et de comportement, l'hivernage et la reproduction. Les spécialistes s'emparent de ce dispositif pour accompagner les curieux.
Ce que je trouve bien dans l'opération LPO de comptage d'oiseaux aujourd'hui, c'est que ça permet de sensibiliser un maximum de citoyens en France autour d'une même activité et de responsabiliser les gens, de leur faire préférer un jardin avec de la biodiversité, des recoins, des caches pour les oiseaux, pour la nature, pour la biodiversité en général, quoi. Donc c'est une opération nationale qui est encourageante et qui est même réjouissante. Tout le monde y prend goût, et certains plus encore. La rencontre a priori banale avec un chardonneret élégant peut bouleverser bien des trajectoires. Alors oui, tous les ans, je participe, avec mes collègues aussi, on participe tous à ce niveau-là. Et puis depuis tout petit, en fait, je me suis intéressé aux oiseaux. Et depuis l'âge de 8 ans, pour être précis, où j'ai découvert pour la première fois un chardonneret qui a été l'élément déclencheur de cette passion pour les oiseaux au point d'en faire un métier par la suite. C'était chez mes parents et c'était les couleurs de ces oiseaux qui étaient absolument incroyables, ce rouge, ce noir, ce blanc. Et ça a piqué ma curiosité et puis j'ai filé dans la bibliothèque des parents, j'ai réussi à trouver un bouquin sur les animaux, à tomber sur le chardonneret. Et puis j'ai flashé et de là, de fil en aiguille, j'ai voulu en savoir plus. Au point ensuite de carrément s'intéresser aux oiseaux de manière générale, installer une mangeoire pendant l'hiver, faire des observations, tenir des carnets d'observation pour pouvoir faire un suivi au jour le jour des oiseaux qui étaient présents. Et donc au quotidien, mon métier, c'est d'être technicien environnement dans une association qui s'appelle le Cap Tronchet, qui est une structure d'éducation à l'environnement au cœur de la forêt de Tronchet. Sensibiliser, attiser la curiosité des jeunes et des moins jeunes, telle est la mission de Daniel Auclair, documentariste animalier qui aime faire découvrir les petits secrets des espèces les plus communes. Une passion pour l'ornithologie héritée de ses parents qu'il veille à transmettre à son tour à travers ses films. C'est donc naturellement qu'il accompagne aujourd'hui des collégiens et des écoliers dans cette vaste opération de découverte des oiseaux des jardins. Alors, la chance que j'ai eue, moi, tout gosse, c'est d'avoir donc des parents naturalistes qui m'ont appris la nature et qui étaient entourés d'un cercle d'amis, de passionnés, pas seulement d'ornithologie, mais de botanique, d'herpétologie, les serpents, qui étudiaient les insectes, qui étudiaient toute la nature. Et rapidement, c'était il y a longtemps, on m'a inculqué la nécessité de protection de cette nature, puisque les périls qui pointaient leur nez à cette époque sont effectifs aujourd'hui. Donc j'ai reçu très tôt cette nécessité d'éduquer les gens, de faire aimer la nature pour la protéger. Donc ça s'est traduit d'abord par du dessin, je faisais quelques bandes dessinées, des photos, j'ai fait quelques montages, et puis à l'avènement de la caméra et de l'ordinateur, j'ai fait des premiers montages et maintenant j'ai la chance de faire du documentaire animalier pour une revue qui s'appelle La Salamandre, entre autres, et diverses productions françaises ou étrangères. Un rêve de gosse. Compte rendu des observations, nous avons observé 3 merles noirs en simultané, 3 mésanges bleus, 2 mésanges charbonnières, 3 pinsons des arbres, mais aussi une corneille et une citelle torche-peau. Alors l'idée est d'une part de faire connaître, de faire connaître les espèces qui sont les plus communes dans les jardins. Et puis deuxièmement, à une échelle un peu plus vaste que notre jardin, d'avoir une certaine idée sur l'évolution des populations d'oiseaux à l'échelle de la France. Par exemple, dans le sud de la France, certaines espèces qui étaient communes il y a une vingtaine d'années, ne le sont plus du tout maintenant. Et ça permet de se rendre compte là. Au final, le comptage des oiseaux des jardins, ce sont des données pour les scientifiques. Ce sont aussi des connaissances pour les participants d'un jour, de l'amour pour les passionnés qu'ils deviendront, et de la protection garantie pour ces êtres qui nous font rêver. Un 4e verbe est donc invité à rejoindre le fameux triptyque compter, connaître, aimer, protéger. Vive les 48 heures du reportage sur smartphone.
Salades, carottes, choux, champignons, oranges, ananas et même kumquat. Les jardins du bocage proposent une large variété de fruits et de légumes qui surprend les visiteurs. Elle a d'ailleurs surpris celui qui est désormais un habitué, Jean-Christophe. Son sourire contagieux contribue à l'atmosphère du lieu. Les produits, il y a le choix. On ne s'attend pas à autant de choix que la première fois où on vient. Et puis ils sont bons surtout. Chaque vendredi soir, Christophe et Marie installent leurs fruits et leurs légumes sur leur étal. Installés depuis peu à la Bâche, un lieu-dit du Villain, ils sont soucieux de proposer à leurs clients des produits de qualité. Ainsi, ils ne sont pas seulement producteurs, ils sont également revendeurs. À cette période, quelques produits seulement sont issus de leur exploitation. Les étals sont remplis de légumes en provenance de la région nantaise. Des agrumes venus du sud, de la France et d'Espagne complètent la gamme. Des produits bio, de la qualité et du choix. Telle est la recette du succès des jardins du bocage. En fruits, en ce moment c'est les agrumes, beaucoup. Donc là on essaye d'avoir un choix un peu élargi. On a des provenances Italie sur les oranges, Espagne. Il y a aussi Corse. Bon, les prix ne sont pas les mêmes. Donc voilà, les gens peuvent faire leur choix comme ils l'entendent. Les jardins du bocage ont su fidéliser la clientèle qu'ils livraient lors du confinement. Alors là j'ai acheté des poireaux, des carottes, des panais, de la salade, des patates douces également. Ça fait un petit moment que je les connais parce que pendant le confinement, ils livraient des fruits et légumes à domicile chez les particuliers. Et donc je trouvais que leurs fruits et légumes étaient vraiment de très bonne qualité, très frais. Quand ils ont ouvert leur yourte, je suis venue de façon tout à fait naturelle. Et pourtant, ce projet aurait pu ne jamais voir le jour. Après avoir travaillé en bureau d'études pour l'industrie éolienne, Christophe a changé de carrière et démarré une nouvelle vie. Disons que j'ai travaillé d'abord pendant quelques années dans l'industrie éolienne et j'avais envie de quitter l'industrie pour faire quelque chose de plus manuel, plus près de la terre. Et donc c'est pour ça que j'ai fait une reconversion en fait et que je me suis installé comme maraîcher. Voilà. Je n'étais pas du tout du milieu agricole, j'ai grandi en région parisienne et du coup j'ai fait des années d'études, j'ai travaillé une année d'études de nouveau, j'ai travaillé quelques temps comme ouvrier agricole et puis après plusieurs projets dans le secteur, dans l'Allier, qui n'ont pas abouti. Celui-ci a finalement réussi. Ouais. Tout ceci serait une histoire banale de reconversion professionnelle en milieu rural, mais ce marché prend place dans une yourte. Cette yourte était de longue date destinée à accueillir les gens. Ancien magasin de souvenirs en bas des pistes à Embrun dans les Hautes-Alpes, elle accueille aujourd'hui ce marché de producteurs. Et sinon, il y a d'autres personnes qui viennent vendre des savons et tout ça ou des fromages quand c'est le moment dans la saison. Donc je sais pas, fin printemps jusqu'à l'automne. Donc voilà, on se retrouve tous, on essaye de s'organiser dans ce petit lieu pour proposer un peu plus de choses aux clients, quoi. Voilà. En cette période hivernale, le froid perçant ne dissuade pas les clients qui savent combien l'ambiance y est chaleureuse. Parce que le cadre est magnifique, c'est coloré, avec les légumes, il y a plein de couleurs aussi, donc c'est top aussi. Il y a le choix, il y a des très belles photos à faire aussi avec la yourte. Et puis par ce temps gris, ça colore le paysage. J'aime bien venir l'été, parce que c'est sympa, on peut discuter avec des gens dehors. Et là, depuis quelques semaines, je suis revenu avec un ami, on vient ensemble, je prends sur le bord de la route et on vient ici acheter nos légumes. Christophe, ce fut un plaisir. Eh ben ouais, à la prochaine, pourquoi j'avoue. Merci. Ce qui se joue sous cette yourte, c'est davantage qu'un marché de fruits et de légumes. C'est une part de la vie sociale des villages. Vive les 48 heures du reportage sur smartphone.
29 août 1997 marque l'apparition de la plateforme américaine la plus connue, Netflix. 25 ans plus tard, c'est 223 millions de personnes qui contractent un abonnement chez ce géant du streaming. 2020. Le monde entier est confiné à la suite de l'apparition de la Covid-19. Toute activité s'endort. Le point commun entre ces deux dates, leur impact sur l'univers du spectacle. Théâtre, opéra et surtout cinéma ont été grandement délaissés, voire oubliés du grand public. Le Monde nous apprend que la fréquentation des salles de spectacle en 2022 montre une baisse d'environ 25% par rapport à la même période avant le Covid-19. Pourtant, aujourd'hui, les dynamiques de ces colosses semblent être au cœur d'une restructuration. Vichy, petite ville de 20 000 âmes située dans l'Allier, a toujours porté dans son histoire l'univers du spectacle et du cinéma. Dans les années 1970, c'est plus d'une dizaine de cinémas qui s'offrent à la ville thermale. Pourtant, en 2023, ces pléthores de salles semblent avoir disparu pour laisser place à l'unique cinéma de la ville, l'Étoile Palace. Créé en 2011, sur les ruines de l'ancien cinéma l'Élysée Palace, cet unique survivant du 7e art de la ville trône en grand vainqueur. Passé sa porte, les cris et le brouhaha incessant du centre commercial des Quatre Chemins s'estompent et nous laissent entrer dans le monde de l'imaginaire et du fictif. Au cœur de ce cinéma depuis de nombreuses années, Malika Michibi nous livre son avis sur la situation qui entoure cet art. Oui, bien sûr, on a eu un avant et un après Covid. On a eu une baisse de fréquentation. La relance a été un peu compliquée. Les gens ont peiné à revenir. Et là, c'est vrai que depuis la sortie d'Avatar, on a un petit engouement qui revient et une envie de cinéma, quoi. Donc ça fait vraiment plaisir. Là, cet hiver, tous les années, on a le Disney de Noël. Et malheureusement, cette année, le Disney de Noël est sorti sur Disney+. Donc pas de dessin animé pour Noël, donc c'est un peu triste. Les gens ont eu du mal à reprendre, se retrouver dans une salle avec 300 personnes. C'est vrai que avec toutes les contraintes qu'il y a eu, c'est vrai que moi je pense qu'il y a certaines personnes qui ont peiné à revenir. Nous, on a des clients qui sont revenus la semaine dernière qui nous ont dit que depuis ils n'étaient pas revenus au cinéma. Donc c'est vrai que pour certaines personnes, il y a un petit temps d'adaptation. Quand on voit les chiffres nationaux, le cinéma a réussi à rebondir. Le Covid et le streaming n'ont pas empêché 6,68 millions de spectateurs de se presser dans les salles sombres pour assister à la suite du tant attendu Top Gun. Ce film n'est pas une exception. Au cinéma depuis mi-décembre, James Cameron et sa suite d'Avatar ont régné en despote sur le divertissement. En 3 semaines d'exploitation seulement, ce sont 10 millions de spectateurs français qui ont assisté au spectacle. On va dire qu'Avatar était un film test. Donc, il a très bien marché. Donc forcément, les distributeurs derrière vont sortir leur film en sortie normale. Si Avatar n'avait pas fonctionné, je pense que malheureusement, certains distributeurs auraient décalé leur date de sortie. En ce moment, on est sur des films qui restent très peu de temps. Donc s'ils ne marchent pas tout de suite, malheureusement, on est obligé de s'en séparer. Parce qu'il y a une trentaine de films qui sortent toutes les semaines. Vu qu'il y a eu le problème du Covid, forcément, ça a retardé les sorties pour certains films. Donc, ça fait qu'on se retrouve avec beaucoup de films. Et forcément, on a un set salle, donc on ne peut pas avoir tous les films. En comédie française, en 2022, c'est Maison de retraite qui a marché avec Kev Adams. On a créé un événement aussi, on a fait venir Kev Adams qui est venu à l'avant-première. Donc voilà, forcément, ça a attiré du monde et c'était très bien. Et voilà, c'est ce genre d'événement qu'on essaye aussi de développer. On essaye de proposer des films pour tout le monde, des films d'action, des dessins animés. On a le Club Cinéma aussi qui fait de l'art essai. On propose des films en version originale, parce qu'à Vichy, il y a une réelle demande par rapport à ça. Et après, on fait des soirées à thème, des marathons. On essaye de relancer un petit peu le public pour qu'ils reviennent au cinéma. Au sein des spectateurs, les avis et les habitudes divergent. Je vais moins au cinéma, effectivement, mais à part ça, non. Non, mon habitude, non, pas du tout. Bah un peu au début, bah si, un peu au début. Oui, bah mais oui, après, non. Quand ça commence à se tasser, ouais, changement. Et pourquoi juste parce que voilà, pour ne pas avoir trop de promiscuité avec les gens, l'hygiène. J'ai une peur, mais juste une non-envie. Parce qu'on ne pouvait pas vraiment faire grand chose pendant la crise et que après on a pris les mauvaises habitudes de rester à la maison tranquille. Voilà. On se fait notre popcorn, on peut mettre pause quand on veut, donc c'est beaucoup plus simple. On garde les mêmes
habitudes. Ça nous fait sortir de chez nous. Il y a ça, puis aussi une question de consommation, de prendre le temps de choisir son film tranquillement et pas avoir juste une seule offre au cinéma. Je voudrais savoir si depuis la crise sanitaire vous aviez ressenti le besoin de souscrire un abonnement de plateforme en ligne ou à vous divertir autrement que par le cinéma. Oui, on a pris aussi Netflix, Disney+, on a pris beaucoup plus de choses. Oui, ok, ouais, c'est okay. Est-ce que ça vous apporte la même chose que ce que peut vous apporter le cinéma? Pas vraiment, non. Oui. Pas vraiment. L'ambiance du cinéma, ça reste quand même à part. Non, pas de besoin. J'ai eu d'autres obligations. Voilà, oui, par exemple, voilà. Beaucoup plus de nature, beaucoup plus de balades, l'extérieur, etc. Après ces intempéries présageant un avenir incertain pour le milieu du cinéma, le ciel semble se découvrir, annonçant le retour des beaux jours. Les productions américaines, anticyclones de ce paysage embrumé, ouvrent la voie à la relance de la production française. Cela semble déjà bien parti, comme en témoigne la prochaine sortie du film Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, attendu au tournant par les spectateurs. D'autres productions sont aussi mises à l'honneur, comme les 48 heures du reportage, permettant à des jeunes et des moins jeunes de s'exprimer. Donc, nous pouvons le dire, vive les 48 heures du reportage!